Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du journal télévisé. Nous sommes le 27 novembre et voici les grands titres. Au niveau national, le revenu universel revient dans le débat. 8 présidents de départements veulent l'expérimenter et l'ont annoncé dans une tribune dans le journal du dimanche, ce 26 novembre. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures qui débuteront 2018 et qui ont pour objectif de lutter contre le harcèlement et les violences contre les femmes. Au niveau international, les mouvements indépendantistes en Catalogne avaient remué l'Espagne et la presse internationale et s'était conclu par un référendum d'autodétermination. Qu'en est-il de ce référendum aujourd'hui ? Nouvel attentat meurtrier en Égypte ce vendredi 24 novembre lors d'une attaque terroriste dans une mosquée au nord du Sinaï avec un lourd bilan de 305 morts et 128 blessés. Bonsoir à tous. Bonsoir. Rémi, Benoît Hamon en parlait lors de la dernière campagne présidentielle. Le revenu universel entre en expérimentation un peu partout en Europe et en France. C'est exact, Joséphine. Elle était la mesure phare et très discutée du programme de Benoît Hamon, candidat socialiste lors de la dernière présidentielle. Le revenu universel, ou comme on peut l'appeler revenu de base, revient dans le débat depuis le mois de novembre. Déjà soutenu à l'époque par des personnalités comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk, le revenu universel n'est cependant pas une idée nouvelle. Thomas More, philosophe du XVIe siècle, en parlait déjà, et le mouvement français pour un revenu de base a été créé en 2013. Mais c'est bien depuis la dernière campagne présidentielle que l'idée s'est popularisée chez les Français. Comme le révèle un sondage BVA de mai 2016, 51% des Français estiment être favorables à l'instauration d'un revenu universel. Faut-il distinguer revenu universel et revenu de base ? Eh bien, pas vraiment, Joséphine. Le revenu universel, ou comme on peut l'appeler revenu de base, sont sensiblement la même chose. Le mouvement français du revenu de base estime que le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus et distribué par une communauté politique sans distinction de revenus ou de richesse. Tout le monde est donc concerné. Et justement, le revenu de base est déjà expérimenté dans certains pays, notamment en Europe et en Finlande. Depuis le 1er janvier dernier, la Finlande expérimente le revenu de base chez 2000 demandeurs d'emploi de 25 à 58 ans, avec pour montant 560 € mensuels. En Finlande, un demandeur d'emploi perd son allocation chômage s'il trouve un travail avec un revenu mensuel étant supérieur à 400 €. Ce revenu de base, donc, est cumulable avec le revenu qu'un Finlandais touche, donc s'il touche 4000 € par mois, il gardera son revenu mensuel. Et en France alors ? En France, le mouvement français pour un revenu de base, le MFRB, avec la voix de notamment Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et conseiller régional d'Île-de-France, vient de lancer une campagne de crowdfunding pour un revenu de base. Avec les dons de ceux qui croient à ce projet, ils ont pour volonté de distribuer ce revenu au plus grand nombre par tirage au sort pour un montant de 1000 € par mois pendant un an. C'est donc une expérimentation pour voir et tenter de mener à bien une expérience novatrice en France. Lors du congrès des maires de France qui s'est tenu la semaine dernière, une autre idée avait été évoquée ? En effet, Joséphine, lors du dernier congrès des maires de France qui s'est tenu la semaine dernière, Emmanuel Macron a décidé de, je cite, réformer la Constitution pour assouplir le droit à l'expérimentation. À la suite de quoi, 8 présidents de départements ont publié dans une tribune du journal du dimanche leur volonté d'expérimenter le revenu de base dans leur département. Et c'est dans la longue lignée des différentes expérimentations, et parce que le revenu de base divise mais prend de l'ampleur dans le débat actuel, que ces présidents veulent mettre en place ce système afin de l'ajuster et pourquoi pas le généraliser. Merci Rémi, et maintenant Jeanne qui va nous parler des mesures prises par Emmanuel Macron en faveur des femmes. Bonsoir Joséphine. En effet, c'est ce samedi qu'Emmanuel Macron a dévoilé les mesures qu'il comptait mener début 2018 pour lutter contre les violences sexistes. La date choisie par le président n'est bien sûr pas un hasard, puisque le 25 novembre est reconnu comme étant la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Il marquera d'ailleurs une minute de silence, hommage aux 123 femmes tuées par leurs compagnons en France en 2016. Peux-tu nous en dire plus sur la nature exacte de ces mesures ? Oui Joséphine, tout à fait. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron se déclinent en plusieurs catégories. D'abord, le président a annoncé un renforcement de l'arsenal répressif. Concrètement, la création d'un délit d'outrage sexiste punirait les agresseurs sexistes d'une verbalisation immédiate s'ils sont pris en flagrant délit. On notera également la volonté du président de fixer l'âge de consentement sexuel à 15 ans, par conviction intime, pour reprendre ses termes. Aussi, le contrôle du CSA s'élargit désormais aux jeux vidéo et aux vidéos publiées sur Internet, notamment sur celles à caractère pornographique.
Le deuxième volet de ces mesures correspond au meilleur accompagnement des victimes, lesquelles auront désormais la possibilité de préporter plainte en ligne, c'est-à-dire de signaler leurs agresseurs avant l'engagement éventuel de réelles poursuites contre ces derniers. Emmanuel Macron a également annoncé des unités spécialisées dans la prise en charge globale psychotraumatique des femmes victimes de violences dans chaque hôpital, ainsi que la prise en charge par la sécurité sociale de ces soins. Des mesures éducatives à long terme sont aussi prévues ? Effectivement, des changements dans l'éducation sont à prévoir, puisque la lutte contre les représentations sexistes commencera dès la crèche, pour se poursuivre à l'école primaire, avec la création d'un module d'enseignement contre le sexisme et la formation des professeurs à ce sujet. Les parents seront également sensibilisés à la détection des signes d'exposition à la pornographie et de cyberharcèlement. Les associations féministes présentes lors de ce discours ont-elles été convaincues ? Eh bien, celles-ci, bien que sensibles à la hausse du budget de l'État consacré à la lutte contre ces violences, estiment malgré tout qu'il n'est toujours pas suffisant. Merci Jeanne. Et maintenant, pour l'actualité internationale avec Clémence, l'avancée du référendum en Catalogne. En effet, en Catalogne, l'heure est au bilan. Le 1er octobre, le gouvernement régional de Catalogne, présidé par Carles Puigdemont, organise un référendum d'autodétermination malgré son interdiction par la Cour de justice espagnole. On s'en souvient, ce référendum s'est réalisé dans un contexte tendu. Le vote, non reconnu par Madrid et boycotté par les partis indépendantistes, est émaillé de violences policières de la garde civile qui ont voulu s'accaparer du matériel électoral pour empêcher la tenue du scrutin. Si ce référendum est controversé au sein même de l'Espagne, il l'est aussi en Catalogne. Alors, il est en Espagne, mais surtout en Catalogne, parce que selon les autorités catalanes, le oui à la sécession remporte 90% des suffrages, mais le taux de participation aux élections, au référendum, représente seulement 43%. Alors ce pourcentage est controversé du fait des violences de la garde civile lors des élections, mais on remarque également qu'une bonne partie de la population s'est abstenue à ces élections. Il n'en reste pas moins une grande partie de la population catalane opposée au référendum. 300 000 anti-indépendantistes ont arpenté les rues de Barcelone le 29 octobre au cri de « Ils nous trompent, la Catalogne, c'est l'Espagne », Puigdemont en prison. Donc à cela, des pro-indépendantistes répondent le 8 novembre par une grève générale qui boycotte totalement le réseau routier en Espagne. L'indépendance est également refusée au niveau économique, puisque plusieurs entreprises et banques catalanes s'exilent en Espagne et en Union européenne, refusant l'indépendance par crainte de faillite économique. 2 mois après ce référendum, où en est la Catalogne dans sa voie pour l'indépendance ? Alors, Joséphine, elle s'en rapproche, mais le chemin reste encore long à faire. En effet, bien que les dirigeants séparatistes inculpés de sédition ont été arrêtés, le 27 octobre 2017, les députés de la région autonome n'abandonnent pas et ont approuvé unilatéralement l'indépendance de la Catalogne. Néanmoins, du côté du gouvernement espagnol, l'interprétation des faits est tout autre. En effet, le 21 octobre, le chef du gouvernement espagnol demande l'activation par le Sénat de l'article 155 afin de destituer l'exécutif catalan et convoquer des élections. Dès lors, la Catalogne est mise sous tutelle. Peu après, Mariano Rajoy annonce la destitution de Carles Puigdemont et annonce la tenue d'élections le 21 décembre après avoir dissous l'Assemblée régionale catalane. Carles Puigdemont, qui s'est réfugié en Belgique, appelle ses partisans à s'opposer démocratiquement à la mise sous tutelle, mais que lors d'une conférence de presse en Belgique, le 31 octobre, il accepte le défi des élections régionales, assurant qu'il respecterait le résultat des élections. Cependant, le 25 novembre, Carles Puigdemont appelle le peuple à voter pour une ratification générale de l'indépendance. Si certains dirigeants indépendantistes ont été arrêtés pour sédition, que peut-il arriver à Carles Puigdemont ? Bien qu'il soit exilé en Belgique, Carles Puigdemont ne peut échapper à ses démêlés avec la justice. La Belgique lui fait gagner du temps. Cependant, le 30 octobre, le procureur général espagnol engage des poursuites demandant l'inculpation des dirigeants indépendantistes pour sédition et rébellion. Ce sont des délits passibles de maximum 30 ans de prison. La présence de Carles Puigdemont en Belgique lui offre une certaine sécurité, bien que lui et ses 13 conseillers sont convoqués à partir du 2 novembre par un juge en vue de leur inculpation. Carles Puigdemont refuse de se rendre à la convocation de la justice espagnole, fustigeant un procès politique. L'affaire est donc à suivre. Merci Clémence. Gabriel maintenant avec le Moyen-Orient et l'attaque terroriste en Égypte.
Oui, tout à fait, Joséphine. Après une attaque qui avait décimé en juillet dernier une église copte dans le centre-ville du Caire, c'est cette fois-ci une mosquée, celle du village de Bir al-Abed, qui a subi la folie meurtrière des terroristes de l'organisation État islamique. Cet attentat qui a été perpétré ce vendredi, au moment de la prière hebdomadaire, a causé la mort d'au moins 305 personnes et a fait plus d'une centaine de blessés. Alors pourquoi ces fanatiques s'en sont-ils pris cette fois-ci à une mosquée ? Eh bien tout simplement parce que celle-ci était un lieu de culte privilégié des adeptes du soufisme, une branche mystique de l'islam que Daesh considère comme une hérésie. Cette tuerie représente l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu l'Égypte dans son histoire moderne. Ce nouvel attentat témoigne de l'instabilité chronique de la région et des divisions qui se creusent entre les États du Moyen-Orient. Effectivement, il est nécessaire d'aborder plus en profondeur la situation actuelle du Moyen-Orient afin de mettre en lumière les multiples tensions qui s'exacerbent aujourd'hui entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Bien que le monde musulman n'ait jamais connu de guerre de religion semblable à celles qui ont ravagé l'Europe au Moyen-Âge, de nombreux signes montrent aujourd'hui que les sociétés musulmanes sont en train d'aller à l'encontre de leur histoire et fomentent leur première guerre de religion. D'ores et déjà, 2 camps se sont formés autour des 2 grandes théocraties, qui se livrent à une lutte d'influence pour le leadership de la région. D'un côté, l'ensemble des acteurs chiites qui se sont rangés aux côtés de l'Iran, donc parmi eux le régime syrien de Bachar el-Assad, qui rappelons-le est issu de la minorité chiite des Alaouites qui contrôlent le pays, le Hezbollah au Liban, un parti chiite également qui a une mainmise sur le gouvernement libanais, et s'ajoute à cela le Qatar, État pourtant non chiite, qui a entamé une politique de rapprochement avec Téhéran. De l'autre s'est constitué un front sunnite anti-iranien mené par le royaume wahhabite d'Arabie saoudite, soutenu par des pays tels que la Jordanie ou les États du Golfe, une coalition qui a obtenu le soutien des États-Unis de Donald Trump et également d'Israël. Les 2 grandes puissances régionales se livrent à une lutte d'influence qui divise le Moyen-Orient en 2 blocs entre chiites pro-iraniens et sunnites pro-saoudiens qui rappellent l'équilibre de la guerre froide. Comment se manifestent concrètement ces confrontations entre Iraniens et Saoudiens au cours de ces dernières années ? Eh bien tout d'abord dans le conflit syrien, évidemment, et plus précisément dans les zones où la répartition entre chiites et sunnites est la plus disparate. On peut prendre l'exemple tout d'abord de la guerre du Yémen qui ravage le pays depuis 2015, où l'Arabie saoudite bombarde le pays pour empêcher l'établissement d'un régime pro-iranien à sa porte, un régime qui serait créé sous l'impulsion des rebelles houthis qui sont quant à eux soutenus par l'Iran. Ces derniers ont déjà pris la quasi-totalité d'un pays en ruine, en proie à une grande catastrophe humanitaire. Enfin, on ne peut pas parler du Moyen-Orient sans parler de ce qui se passe aujourd'hui au Liban. En effet, une véritable crise politique s'est déclarée depuis la démission du Premier ministre Saad Hariri le 4 novembre dernier, une annonce qu'il a faite depuis Riyad, la capitale saoudienne, alors que ce dernier y était en visite. Il a en effet voulu démissionner car il se sentait menacé par le Hezbollah et croyant que ces derniers voulaient commettre un attentat contre lui, il a par conséquent posé sa démission en direct de la télévision saoudienne. Pourtant, on peut remettre en cause sa liberté politique, vu que l'attentat présumé du Hezbollah a été totalement démenti par l'armée libanaise, et le non-retour de M. Hariri de Riyad pose des questions sur son indépendance. Ainsi, le Liban et les autres pays du Moyen-Orient sont-ils devenus le terrain de la confrontation des velléités hégémoniques des puissances iraniennes et saoudiennes dans une guerre froide qui risque d'embraser tout le Moyen-Orient ? Merci Gabriel. Pour conclure ce journal, les événements au sein de l'IEP. Côté sport, les Fennecs affronteront ce soir à 20h30 l'IUT d'Aix et ce sera mercredi autour des Golden Sex. Pour les soirées, 2 sont annoncées cette semaine. Mardi, c'est les Foot Sex qui les organisent et jeudi, la soirée BDM tant attendue à 20h sur le thème de la mafia. Venez nombreux. Gros carton.